Ma chère Louise, je termine mon séjour dans l'Hérault, où je viens de passer quelques jours de vacances, dans cet arrière-pays, au milieu des vignes, de quelques oliviers, au son des cigales. Pour remonter sur la capitale, je vais prendre le train. Ici, la ligne de chemin de fer est exploitée par la Compagnie du Midi, de Béziers à Neussargues. Et au-delà, en passant par Clermont-Ferrand pour rejoindre Paris, je confierai mon destin au PLM. Je vais profiter de ce retour pour faire une halte éclair à Marvejols, en Lozère, où mon ami Antonin Durand, négociant en vin de son état, m'a maintes fois proposé de me recevoir. Et comme dirait la chanson, il sera mon guide dans cette ville tranquille, et nous irons partout, nous visiterons tout. Avec beaucoup de retard, mon train est enfin arrivé en gare de Marvejols. Mais Antonin, lui, était à l'heure. Et après de chaleureuses retrouvailles, sans plus attendre, je commençai la visite. Par la gare, bien entendu. À l'époque, les ingénieurs de l'État et de la Compagnie du Midi s'accordèrent pour fixer l'emplacement de cette gare sur le plateau du Ségala. Dominant la ville d'une quarantaine de mètres, ce site constituait un meilleur point de départ pour la future rampe vers les hauts plateaux situés au nord. Ce train qui rentre en gare est là pour nous rappeler que le premier convoi entra dans l'ancienne capitale du Gévaudan le samedi 3 mai 1884. Marvejols était alors le terminus des rames qui venaient du sud. En juin 1886, la plateforme était continue de Marvejols à Saint-Chély-d'Apcher. Et le 31 décembre 1889, la ligne Paris-Béziers via Clermont-Ferrand était exploitée dans son intégralité. Voici Marvejols. Située à un peu plus de 600 mètres d'altitude, elle est entourée de montagnes qui vont s'adosser à des massifs importants, atteignant plus de 1000 mètres. Le plateau de l'Aubrac, la chaîne de la Margeride, les tables des Causses, et sur 8 km, 7 ruisseaux viennent alimenter la rivière de la Colagne. Maintenant, découvrons cette cité de 4000 âmes où convergent les vallées et profitons-en pour faire le tour du propriétaire. En descendant de la gare, nous arrivons sur la méridienne nationale 9 qui relie Paris à l'Espagne en traversant la France par son milieu. Je découvre la caisse d'épargne au sud de Marvejols. Dans son prolongement, la sous-préfecture. Mais le 10 septembre 1926, un décret-loi rayait de la carte administrative française 104 sous-préfectures. La Lozère n'y échappait pas, Marvejols perdant son dernier sous-préfet, Jacques Lacombe, et l'arrondissement étant alors rattaché à celui de Mende. Attenant au bâtiment, le jardin public dans lequel j'y trouve le buste de Brazza. Quel chemin a bien pu conduire Savorgnan de Brazza, né en 1852 et mort en 1905, depuis les berges du Congo jusqu'aux portes de l'Aubrac? Quelle découverte mystérieuse a attiré l'un des plus grands explorateurs français, père fondateur de Brazzaville, jusqu'en pleine campagne lozérienne, dans la bourgade de Marvejols? À dire vrai, rien d'héroïque, ni d'exotique, simplement l'amour d'une belle aristocrate marvejolaise, Thérèse de Chambrun, qu'il épousa en 1895, après avoir conquis une partie de l'Afrique centrale. À quelques mètres de là, se dresse la première porte, celle de Chanel, qui s'appelait autrefois de l'hôpital. Elle fut reconstruite comme les deux autres portes de la ville dans les années 1600. Sur une plaque, une inscription apparaît. En 1586, j'ai été détruite de fond en comble par la cruauté des ennemis conjurés du royaume. Mais le roi très auguste Henri IV
père de la patrie, m'a relevé en 1607. Je découvre ensuite la place, qui, au XVIe siècle, possédait une grande halle couverte où étaient entreposées les mesures officielles dites de Peyre ou de Marvejols, et servait pour les marchés, les réunions publiques, pour annoncer les avis de la municipalité. La place sans nom prit le qualificatif d'impériale sous le Second Empire, puis nationale, tiers et à la libération de Henri Cordès, résistant et préfet de Lozère. Au centre, on y vit une fontaine, le Griffon, qui laissa la place au monument aux morts de la Grande Guerre. Sur cette place, on peut également admirer l'horloge kiosque, haute de 7 mètres, installée en 1889. Le mécanicien à l'origine de cette horloge, M. Coutenson, de Creil, dans l'Oise, propose à la mairie d'installer l'horloge à ses frais, en contrepartie d'un droit d'affiche exclusif sur les 6 façades, et ceci pendant 30 ans. La vieille dame est remise en état plusieurs fois depuis sa mise en service, ceci uniquement par des horlogers marvejolais, me précise Antonin. Je suis toujours mon guide. En prenant une ruelle, puis une autre, nous voilà face à la porte du Théron. Ces murs ont été détruits et rasés, mais l'invincible roi Henri IV, père de la patrie, les a remis en leur état primitif, pour faire surgir la ville de ses cendres, et être ainsi le restaurateur d'une ville de France. Mais une place peut en cacher une autre, et dans l'axe de la porte du Théron, voici celle des Cordeliers, avec la bête du Gévaudan, en plaque de bronze soudée. Le sculpteur Emmanuel Auricoste, d'origine marvejolaise, a dessiné cet animal fantastique, monstre qui symbolise bien la bête qui mangeait le monde. Elle fit une centaine de victimes et sema la terreur de 1764 à 1767. Antonin me propose de nous diriger maintenant vers le nord, en faisant un petit crochet par le faubourg du Barry et l'esplanade, sans oublier le pont de Peyre. Me voici au nord de Marvejols, devant la 3e et dernière porte, celle que l'on appelle du Soubeyran. Une plaque rectangulaire en calcaire porte une inscription datée de 1606. Pour avoir déchassé l'anglais de ma province, je porte d'une main la belle fleur de lys. Pour avoir soutenu le grand Henri mon prince, par feu, par fer, par sang, presque je défaillis. Mais or ce grand roi, faisant astrénestre, dans le cœur des Français follement désunis, Maruège l'a brûlé, ainsi comme un phénix a fait malgré le feu de ses cendres renaître. Dans les tours ou tout contre les portes étaient logés les maréchaux ferrants, forgerons, charrons et serruriers, qui étaient les locataires de la ville, avec leurs forges, soufflets, enclumes, fumées et bruits. Au milieu de la place du Soubeyran, sur 3 blocs de granit, se dresse la statue en pied et éperon de Henri IV, ancien protecteur de la ville. Elle est en bronze et signée par le ciseau particulier, encore une fois, du sculpteur Auricoste. Le bon roi est bien tel que le représente l'histoire, le vert galant. Et si sa poitrine est rebondie, c'est qu'il y conservait en réserve quelques bons à rensort, en cas de disette. La fleur de lys est la marque du statut de ville royale accordé à Marvejols par Henri IV. Ainsi, le blasonnement de Marvejols est d'azur au château de 3 tours d'argent,
celle du milieu plus haute. Le château ouvert, ajouré et maçonné de sable, surmonté d'une main dextre vêtue d'un gantelet aussi d'argent tenant une fleur de lys d'or. En haut de cette place, dans l'axe du boulevard Saint-Dominique, le palais de justice, édifice moderne construit de 1838 à 1841. Un peu plus tard, on ajouta un étage, mais on remania la façade. En 1856, elle perdit ses 4 belles colonnes rondes et le balcon qu'elle soutenait. Malgré ces quelques transformations, le bâtiment a conservé un bon équilibre architectural de type néo-renaissance. Nous continuons notre progression vers le nord et arrivons à l'hôpital Saint-Jacques. La fondation de l'hôpital Saint-Jacques remonte en 1256 dans le quartier de la Porte de Chanel, et ce n'est qu'au début du siècle dernier, en 1908, qu'on le transféra ici, boulevard Théophile Roussel. Voilà donc un des plus anciens établissements de Marvejols qui s'est toujours maintenu contre vents et marées et qui n'a vraiment jamais manqué du nécessaire grâce à la générosité de la population. Nous arrivons au quartier du Grenier et notre attention se porte sur une mégisserie qui y est installée. La proximité d'un abattoir explique qu'une telle industrie se soit implantée dans cette localité. Par ailleurs, la qualité de l'eau de la Colagne semble propice à cette activité. Antonin décide de faire demi-tour et nous voici devant la Font Nouvelle, une des 5 vieilles fontaines de Marvejols. Il en est fait mention en 1550. L'eau était amenée par des conduites de bois, arbres entiers creusés au centre, ou des poteries emboîtées et scellées au mortier de chaux, avec des récipients où se déposait la vase. Proche de cette fontaine, l'église des Pénitents, qui fut construite à partir de 1703. À l'origine, cette église était sur l'emplacement du couvent des Jacobins, qui abandonnèrent la Coustarade et s'y établirent au XVIIe siècle, après la destruction de la ville par Saint Vidal en 1654. Puis nos pas nous emmènent de rue en ruelle, ou de boulevard en impasse, à travers la ville. Lors de la Réforme, les progrès du protestantisme furent rapides en Cévennes et en Gévaudan.
Marvejols a été évangélisé en octobre 1560 par Mallet, ministre de Milhaud. Un temple y fut construit. Mais les guerres de religion passant par là, les protestants de Marvejols abjurèrent en masse devant l'évêque le 7 octobre 1685, et le temple qui était à l'emplacement de la place Giroux fut détruit aussitôt. L'édifice le plus haut est l'église collégiale de Notre-Dame de la Carse. Le vocable Notre-Dame de la Carse proviendrait d'un prisonnier de sang royal délivré par l'invocation à la Vierge. Cet édifice paraît être un contresens dans une région où abondent églises romanes et gothiques. C'est le fait de sa reconstruction au XVIIe et XVIIIe siècle, époque du néoclassicisme gréco-romain de la Renaissance préconisé par les jésuites. L'église primitive ne fut érigée en collégiale qu'en 1410. Détruite en 1586, elle fut difficilement réédifiée sur le nouveau plan à partir de 1654. Autour des années 1850, on place des orgues, on construit une tribune, une chapelle dans l'ancien fossé, une sacristie. Son décor peint est lui aussi classique. Votée en décembre 1905, la séparation de l'Église et de l'État mit fin au Concordat de 1802. Les agents du fisc durent procéder à l'inventaire des biens des religieux, qui se déroula dans l'Église le 7 mars 1906 sous haute surveillance. Quittant le monde religieux pour rejoindre son domicile, en chemin, Antonin me plante le décor industriel. Au XIXe siècle, Marvejols profite de la présence des nombreux moulins construits sur la Colagne à partir du XIVe siècle pour implanter des manufactures textiles. En 1850, le bourg compte 4 filatures, 90 métiers à bras, 4 foulonniers et 3 teinturiers. Cette activité économique locale employa jusqu'à 1000 personnes. Mais la dernière usine fermera en 1969. Le lendemain matin, mon hôte me propose de faire une virée dans les alentours de Marvejols, avec son automobile, genre torpedo. Nous commençons par quelques viaducs. Puis nous continuons vers Lachamps, un terrain un peu plat, un hangar improvisé, et le lieu devient pendant quelques jours un petit aérodrome. Les 15, 16 et 17 août 1913, il y eut les fêtes de l'aviation à Marvejols. Il y avait déjà 4 ans que Blériot avait enflammé toute la France en traversant la Manche. Chaque département se devait d'organiser des fêtes de l'aviation et la Lozère ne fut pas en reste. La difficulté était de trouver un terrain plat et vaste pour faire décoller l'un de ces fameux avions qui était un biplan Goupil doté d'un moteur Gnome et d'une hélice Chauvière. Marvejols fut donc choisi. 2 pilotes ont participé à cette manifestation, Ladougne et Fabry. À la fois pour leur plaisir, mais aussi pour gagner leur vie, les pilotes assuraient des meetings aux 4 coins de la France. Nous poursuivons notre route et visitons quelques châteaux.
prairies et champs se succèdent. Ici, pendant longtemps, plus du quart des habitants vécut uniquement de l'agriculture. Les vallées alluviales fournissent le foin. Sur les plateaux calcaires, on cultive les fourrages, sainfoin, luzerne, trèfle, vesse, et surtout les cultures vivrières, céréales, choux, navets, raves, et même légumes plus délicats, lentilles, haricots, pois, et depuis le XIXe siècle, la pomme de terre. Les nombreux noyers adossés aux murs épais des champs donnent fruits, huile et bouffiaux, pâtes sucrées de noix écrasées. Sur les pentes bien ensoleillées de Costevieille à l'Impérie, la vigne couvre la majorité des terrasses, soutenues par une multitude de murs, plus de 100 hectares il y a plus d'un siècle. D'autre part, la production en croissance dans les diverses fromageries de Lozère permit la création d'une école de laiterie. Marvejols devient alors un lieu de passage obligatoire pour les apprentis fromagers. À la sortie de l'école, les garçons gagnent 50 francs par mois, nourris et logés. Puis Antonin, un peu devin, me dit en guise de transition: les temps modernes apporteront leur lot de nouveautés. Mais ça, c'est une autre histoire. Mon court séjour marvejolais tire à sa fin. Antonin me reconduit à la gare où je vais prendre le train pour remonter sur Paris, en passant sur le fameux viaduc de Garabit. Garabit, viaduc métallique enjambant la vallée de la Truyère dans le Cantal, construit par Eiffel sur les plans de Léon Boyer, originaire de Florac, en Lozère. Cet ouvrage d'art affiche une hauteur de 125 mètres, pour une longueur de 565 mètres, avec un diamètre de l'arc central de 165 mètres.